Alors déjà, bonsoir à tous. Moi, c'est Laure. Je suis donc cofondatrice du collectif Les Essentiels du lien et du soin, qui est un collectif qui a été créé le 5 mars 2022 à la suite de la journée à Paris, pas de présidentielle sans les essentiels, qui a été faite par François Ruffin autour de son film. Nous avons créé ce collectif dans l'optique d'informer, d'alerter sur les problématiques des métiers et des professionnels du lien et du soin. Donc, c'est des secteurs d'activité qui sont nombreux et qui ont du mal à se fédérer. Donc, on a créé ce collectif dans cette optique. Ça regroupe les accompagnants, les AESH, les métiers du domicile, les aides-soignants en EHPAD, les métiers de l'EHPAD, les métiers de la petite enfance et même les métiers du nettoyage. Et du transport scolaire aussi, pas oublié. Voilà. Donc, je vais passer la parole à Brianne. Du coup, bonsoir. Moi, je suis Floriane Talamoni. Je suis AESH sur Saint-Étienne. J'ai rejoint le collectif en début d'année scolaire. Et moi, je viens vous expliquer pourquoi un projet de visio comme celui-là. Et en fait, c'est parce que on s'est rendu compte que dans les milieux professionnels dans lesquels on travaille, on manque beaucoup d'informations et de ressources. Et du coup, le collectif a décidé de créer des cycles de visio. Et pour chaque thème, on a deux personnes ressources. Donc ce soir, on a Nadège Abomangoli et Isabelle Achard qui se présenteront dès que j'aurai fini. Et je vous rappelle juste les règles pour que la visio se passe le mieux possible. Du coup, la visio est enregistrée. Faites attention à ce que vos micros soient coupés pour éviter les problèmes sonores. Et pour signifier que vous voulez prendre la parole, vous pouvez lever la main. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée. Alors, bonsoir à toutes et tous. Tout d'abord, merci pour cette invitation. Effectivement, comme Floriane l'a expliqué, je trouve que c'est hyper important d'avoir de la coordination pour échanger des informations, des bonnes pratiques, pour parler de ses droits. Et donc, c'est très bien que que ce soit une pratique qui se généralise. Donc, moi, je suis députée de la France Insoumise NUPES de Seine-Saint-Denis. Donc, j'ai été élue en juin 2022, donc c'est mon premier mandat. Mais par ailleurs, j'étais déjà avant militante politique à la France Insoumise, avant dans d'autres organisations. Mais en tout cas, ce qui me plaît, en fait, ce qui m'a plu dans ce travail que j'ai fait sur les AESH, c'est qu'on a vraiment pu parler à travers ce sujet et ces sujets qui sont les femmes et les hommes qui sont AESH, en fait, de tout un tas de thématiques qui nous tiennent à cœur: l'égalité, l'école inclusive, le féminisme, la question sociale. Et donc, je trouve que le sujet des AESH, en tout cas, recouvre vraiment un large spectre de problématiques de notre société. Et c'est pour ça que je trouve que c'est très important. Et donc, du coup, ça ne m'a pas vraiment étonné que ça a eu quand même un écho, qu'on s'en occupe à l'Assemblée. Il y a eu des gens avant nous les députés actuels qui s'en sont occupés. Tout à l'heure, Floriane parlait de François Ruffin, qui a beaucoup fait aussi pour mettre en avant les personnes qui sont dans les métiers du soin et du lien. Il y a eu des mobilisations d'AESH en Seine-Saint-Denis, dans le Val-de-Marne, qui ont visibilisé ce sujet. Et donc, je trouvais que c'était important, après, de le porter à l'Assemblée nationale dans les moyens dont on dispose, parce que comme on est dans l'opposition, on avait profité de ce qu'on appelle la niche parlementaire, c'est-à-dire un jour dédié à un groupe pour qu'il présente ses textes de loi, avec la problématique aussi qu'il y a le temps d'examen des textes en séance publique, mais en tout cas, ça permettait aussi de les porter en commission et que chacun défende ses positions concernant ce sujet. Et nous, c'était un texte qui visait à donner un statut aux AESH. Un statut, ça veut dire qu'elles deviennent fonctionnaires, qu'en fait, elles aient un temps plein, qu'elles soient rémunérées sur un temps plein, qu'elles aient droit à la formation
Et du coup, ça rejoint ce que je disais au début, c'est que voilà, ça recouvre tous les sujets de lutte contre la précarité, le fait que ce soit 94% de femmes qui occupent ces métiers, c'est aussi un sujet. Et puis surtout l'école inclusive et montrer qu'au sein de l'école, en fait, tous les métiers concourent à la réussite des élèves, à l'épanouissement des personnels et aussi un appui pour les parents qui sont vraiment désemparés aussi. Voilà. Moi, je suis Isabelle Achard, AESH depuis bon nombre d'années. Moi, j'ai la chance d'être à temps plein, ce qui est quand même excessivement rare. Après, dans la Sarthe, alors je suis AESH au Mans, originaire de Montreuil. Donc voilà, je connais la Seine-Saint-Denis, j'y suis née. Mais là, j'exerce donc dans une école au Mans. Alors, c'est une école qui a une particularité parce qu'elle a 3 ULIS. Il y a 2 ULIS, c'est 3 ULIS déficience sensorielle. Donc, 2 ULIS pour les malentendants et une ULIS pour les DV. Moi, j'exerce pour les DV. Donc, je pratique le braille couramment. Voilà, et j'accompagne mes élèves. Voilà. Et je suis déléguée syndicale depuis une dizaine d'années à la FSUS NUPP. Je suis représentante à la CCP de l'Académie de Nantes. Donc, on a les dossiers qui passent des collègues, des commissions disciplinaires, mais aussi de plus en plus de dossiers pour des inaptitudes en fait, au travail. Il y a de plus en plus de gens qui sont inaptes à cet emploi parce que, en fait, au départ, les AESH étaient vraiment là pour accompagner des élèves avec les difficultés scolaires. Sauf que maintenant, avec la réduction du nombre d'enfants accueillis en IME, on se retrouve avec des situations très, très importantes, enfin, du handicap vraiment très, très lourd sur les écoles qu'il n'y avait pas il y a quelques années. Et les collègues sont complètement démunis et l'inaptitude, c'est une façon de sortir de ces contraintes. Merci à vous deux pour votre présentation. On va peut-être passer aux questions maintenant. Donc, les questions qui nous ont été remontées et puis des questions qu'on a nous-mêmes posées, donc les membres fondateurs du collectif. Donc, on va commencer, on s'était dit qu'on commencerait par toi, Nadège, puisqu'en fait, tu as un calendrier des contraintes parlementaires, donc pour pouvoir te libérer au plus vite. Donc, est-ce que tu peux du coup nous présenter succinctement le projet de loi, puisque tu en as été la rapporteuse, et donc en quoi ça consistait succinctement et quelles ont été, quelles ont été les raisons du rejet de ce projet de loi? Alors, en fait, ce projet de loi, il visait à donner un statut de fonctionnaire aux AESH, considérant qu'en fait, un statut de fonctionnaire, ça revient à considérer qu'un métier, qu'une fonction est essentielle au bon fonctionnement du service public, en tout cas à la réalisation en veille de nos principes républicains et vraiment essentiel à l'école, qui est un des piliers en fait de notre République, parce que l'école doit accueillir tous les élèves et en même temps, les personnes qui sont en charge de l'éducation en fait doivent être reconnues. Donc c'était ça en fait qui a motivé cette idée qu'en fait les AESH devaient être fonctionnaires. Et aussi parce que en fait, être fonctionnaire, ça implique qu'on a aussi en conséquence un certain nombre de droits. Alors d'abord les droits à la formation. Et ça, dans nos auditions, on a bien vu que c'était un sujet central. Les droits à la formation, des droits à une rémunération digne. Et donc nous, on voulait que ça se corresponde à un statut d'agent de catégorie B. Et sachant que quand on est dans la fonction publique, on peut commencer catégorie B et ensuite par le jeu des formations internes et des promotions internes, avoir une vraie évolution de carrière. Et on sait que les AESH, elles acquièrent
des compétences et de l'expérience qui font qu'en réalité, elles sont en capacité d'exercer, si elles le souhaitent, d'autres métiers. Et on considérait que, voilà, que c'était très important, que c'est une forme de reconnaissance, mais qu'en même temps, c'est utile à la société. L'école inclusive est utile à la société parce qu'elle forme des élèves et parce qu'elle, finalement, elle met en avant, elle met en valeur les personnels qui sont en charge de nos enfants. Et donc, il n'y a pas de raison que… Et ça existe par ailleurs que le statut des enseignants, parce qu'on nous a parlé du fait que ce soit payé 35 heures, en tout cas à temps plein, on nous a expliqué que ce n'était pas pareil, etc. Nous, on estime au contraire que l'utilité et l'importance des AESH est telle qu'elle doit être alignée, que leur statut doit être aligné, en tout cas en termes de rémunération, sur les modalités dont bénéficient les enseignants. Donc, il y avait ça, il y avait donc le statut, la possibilité de se former, la possibilité d'évoluer, et surtout, comme on sait que la réalité, c'est que les temps pleins sont rares, voilà, donc il y avait cette dimension-là, et vraiment donner des perspectives, y compris aux parents d'élèves qui sont évidemment très inquiets du fait que, compte tenu du statut qui est précaire pour beaucoup d'AESH, qu'il y ait des carrières arrêtées pour quand on a éventuellement d'autres possibilités professionnelles. Et donc, ça stabilise aussi même l'école. Et en plus, donner un statut de fonctionnaire aux AESH, c'est les intégrer aussi davantage dans la communauté éducative. Ce qu'on appelle la communauté éducative, c'est que tout le monde travaille en synergie, qu'il y ait davantage de communication entre enseignants, AESH, AED, etc. Et que chacun dans l'école engrange une culture de l'inclusion. Et on considérait que les AESH étaient vraiment un pivot de ça. Alors, ce qui a bloqué en commission, c'est que manifestement, on n'a pas la même conception du métier d'AESH. C'est-à-dire qu'on a constaté au cours des échanges qu'on a pu avoir que pour certains députés, les AESH, c'est un petit peu accessoire, alors que nous, on considère que c'est un rouage essentiel. Donc, comme ils considèrent que c'est accessoire, c'était plutôt l'idée d'un statu quo. Au mieux, ce qui a été proposé, c'est la possibilité, et donc pas l'obligation, de CDIser au bout de 3 ans. Or, ce qu'on a vu en travaillant sur ce rapport, c'est qu'en fait, du coup, les temps dans le métier, dans la fonction, ils sont inférieurs à 3 ans. Pour plein de raisons, enfin, des raisons que vous connaissez, des raisons la galère d'avoir des rémunérations faibles, et puis la galère aussi d'avoir des déplacements, d'avoir parfois une incertitude, une anxiété liée à la gestion des ressources humaines des AESH. Donc, ça s'est ressenti dans les amendements qu'ils ont déposés, en fait, parce qu'il y a même eu des amendements en commission. Oui, des précarités en général, tout à fait. Les précarités, même dans son organisation, en fait, financière, dans son organisation. Et au contraire, les amendements qui ont été présentés, c'était plutôt des amendements, des propositions pour élargir, pour étendre les missions des AESH, comme s'il n'y avait pas déjà assez à faire, et comme si finalement les AESH étaient un peu considérés, moi j'ai utilisé l'expression couteau suisse, on avait vraiment l'impression que, voilà, que c'était la conception, donc il y a un problème de conception. Et donc, du coup, c'est pour ça que c'est vraiment la raison essentielle. Et puis, il y a aussi des questions de conception du service public. Parce qu'effectivement, donner un statut et une rémunération digne, ça correspond à ce qu'ils appellent des charges en termes de dépenses. Alors qu'investir dans l'éducation et dans l'école inclusive, c'est investir pour l'avenir. C'est investir pour que les enfants aient l'éducation qu'ils méritent. C'est investir pour que les personnels aient un pouvoir d'achat et d'ailleurs tout simplement puissent consommer. Donc, on a vraiment un problème de conception du service public. Pour moi, c'est les raisons principales. Et puis, c'est aussi masquer un échec parce que ça fait quand même plusieurs années qu'on parle d'école inclusive et qu'on n'y arrive pas. Et donc, c'est une manière de se décharger en se disant que on va revoir un peu l'émission. Et la réalité, c'est que revoir l'émission, c'est plutôt les étendre. Et ce n'est pas vraiment ce qui est demandé. Exactement. Beaucoup de communication avec des annonces. Et d'ailleurs, je tiens quand même à redire
que la plupart des avancées qui ont été obtenues pour les AESH, elles ont été obtenues par les AESH elles-mêmes, par les syndicats, par les collectifs. Et donc, quand Pape Diaye, le ministre de l'Éducation nationale, se prévaut d'avoir augmenté, d'avoir donné des primes, c'est parce qu'il y a eu des actions. Voilà. Et donc, c'est pour ça qu'effectivement, je ne sais pas qui a dit que c'était que de la com, mais effectivement, c'est que de la com. C'est vraiment ce qui a été ressenti. Ça a été fait à la fois le Rassemblement national et la majorité macroniste ont été à peu près dans la même optique. Donc, voilà. Donc, on ne sait pas si d'autres textes arriveront. Mais en tout cas, nous, on envisage là, avec d'autres députés des actions à venir et pour lesquelles on va vous solliciter justement. On essaye de remettre le sujet par d'autres biais dans la machine parlementaire en s'appuyant sur des collectifs. Donc, on est en train un peu de travailler là-dessus. Et je tiens à saluer l'implication de députés de la NUPES qui ont vraiment beaucoup bossé sur le sujet, comme Francesca Paschini de Europe Écologie Les Verts, de Fatia Kewashi du PS de Rony. Et d'ailleurs, Rony, elle a accompagné aussi cette famille qui a obtenu gain de cause au tribunal, ou de Soumia Bourrois, qui est députée communiste du Blanc-Ménil, de Stein, etc., qui sont vraiment beaucoup investis, qui avaient aussi proposé des amendements pour améliorer le texte. Et donc, du coup, eux, ils ont dénaturé le texte, en fait. Ils ont complètement transformé le texte. Ouais. Donc, je sais pas, je pense que j'ai à peu près répondu. Il ne faut pas hésiter à me couper parce que je suis bavarde. Bah oui, tu as même répondu du coup à la deuxième question, savoir s'il y avait un autre projet de loi qui allait du coup être mis sur le tapis. Il y a une collègue, Justine, qui dit que dans le Val-de-Marne, l'an dernier, ils ont fait 11 semaines de grève pour presque rien, malheureusement. Bravo quand même à vous. Donc, il y avait une question sur le coût des bilans et pourquoi ces bilans, donc neuropsychologues, ergothérapeutes ou autres spécialistes, ne sont pas totalement pris en charge par la Sécu, sachant qu'il y a un coût, un reste à charge élevé pour les parents. Est-ce que tu as une réponse à ça, Nadège? En fait, la réponse, ça va être à peu près les mêmes motivations, en tout cas du côté du gouvernement, les mêmes motivations que celles du refus de donner un statut aux AESH, c'est que c'est des questions comptables. C'est des questions comptables, alors que d'abord, premièrement, il y a aussi une difficulté pour les parents à trouver ces spécialistes. Déjà, il y a un sujet. Ensuite, nous, en tout cas, nous, à la France Insoumise, dans notre programme, on prévoyait ça, en fait, une prise en charge par la sécurité sociale de ces frais, parce qu'en fait, ils sont essentiels pour faire reconnaître des handicaps, pour les détecter. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de parents démunis. Moi, par exemple, on avait auditionné une association des pavillons sous bois dans le cadre du projet de loi, qui s'est vraiment constituée vraiment par le bouche à oreille, la débrouillardise. Ce sont des parents qui avaient les mêmes difficultés et donc qui ont monté une association qui s'occupe beaucoup des troubles 10. Et donc, en fait, globalement, ils mettent les parents en connexion pour trouver des spécialistes, mais c'est très compliqué. Et en fait, sur la sécurité sociale, alors que normalement, elle devrait prendre en charge ces choses-là, il y a vraiment une logique qui consiste du point de vue parlementaire, en tout cas du côté de la majorité, là, des macronistes, à minorer les besoins. À minorer les besoins. Et donc, on l'a vu dans le projet de loi de finances de la sécurité sociale, il y a un sujet un peu technique. Il y a ce qu'on appelle l'ONDAM, l'objectif national des dépenses d'assurance maladie. Et ça, c'est fixé par le gouvernement. Donc, en fait, il fixe un plafond au-delà duquel les dépenses de la sécurité sociale ne peuvent pas aller. Et donc, c'est dimensionné de telle manière qu'on ne puisse pas prendre en charge ces besoins. C'est pour ça que nous, on parlait d'un budget austéritaire, parce que quand les besoins ne correspondent pas aux moyens qui sont mis en place, c'est vraiment de l'austérité. Mais sauf que l'austérité, sur ces sujets-là, nous, on considère que c'est irresponsable, inadmissible, et ça relève de la maltraitance, moi, je trouve, à enfants, à parents.
Et du coup, ça génère des difficultés qui s'accumulent, des détections tardives. Et du coup, tout le monde se retrouve le bec dans l'eau et avec des difficultés immenses. Donc, évidemment, tout ce qu'on pourra obtenir, ça sera, j'ai envie de dire, même si j'ai entendu sur la grève qui n'a pas porté ses fruits, mais ce sera par la lutte, parce que moi, je prends l'exemple de l'allocation adulte handicapé. Tout le quinquennat précédent, il y a eu une opposition du gouvernement. Il y a eu des collectifs qui sont mobilisés, des élus qui sont mobilisés. Et finalement, ils ont bien été obligés d'arriver à revaloriser, en tout cas à déconjugaliser l'allocation adulte handicapé. Moi, je vois que ça, en fait, comme raison pour laquelle c'est pas remboursé. Et en fait, en plus, ils considèrent que comme les parents sont chacun isolé, ils comptent aussi là-dessus pour que ça ne bouge pas. Or, là, le fait qu'il y ait beaucoup de collectifs de parents qui se constituent, d'AESH, ça peut les mettre en difficulté. Isabelle, tu veux rajouter quelque chose peut-être? Parce que je vois que tu écris dans le chat, mais… Ouais, je mets dans le chat parce que en fait, ça me vient en Ouais. en entendant parler au fur et à mesure. Mais en fait, on est sur une maltraitance institutionnelle sur tout ce qui concerne le handicap. C'est-à-dire que les parents, on les retrouve avec… les parents, ils ont un parcours du combattant. Alors, ils ont un parcours du combattant du fait du handicap de leur enfant, mais après, ils ont un parcours du combattant pour trouver les spécialistes qu'il va leur falloir pour avoir les bilans, ne serait-ce que ça, pour avoir les bilans dont on va leur demander au niveau des MDA et des MDPH, c'est juste une catastrophe. On est dans une maltraitance institutionnelle. On est les dossiers. Alors là, ça a commencé à changer, mais pas dans toutes les MDPH. Mais imaginez que les parents, ils doivent refaire leur dossier tous les ans. Tous les ans, on leur demande de refaire leur dossier. Je suis désolée, mais si leur enfant il est aveugle, un an après, il sera toujours aveugle, ou il sera toujours sourd. C'est vraiment d'une maltraitance, mais pour tout, en fait. C'est inadmissible, en fait, cette maltraitance qu'il y a envers les parents, envers les enfants, envers tout ça, parce que les enfants, on leur demande aussi de passer devant des spécialistes, devant tout ça. C'est maltraitant pour eux aussi. En fait, il y en a qui le ressentent comme une humiliation quand ils grandissent. Un élève, moi j'ai suivi une année un élève qui était myopathe. Sa myopathie, elle était là. Quel était l'intérêt d'aller lui faire passer des examens tous les ans pour voir si ça allait mieux? Non, ça allait pas mieux. Voilà, c'est des choses qui sont hyper maltraitantes pour les enfants et pour les parents. Et trouver des spécialistes. Alors moi, je suis dans la Sarthe, je vous assure que le désert médical, il est vraiment là, quoi. C'est pour le moindre suivi, on est obligé d'aller ailleurs. Déjà, même sans parler de handicap. Moi, j'ai un suivi ophtalmo sur Nantes. Je suis obligée d'aller à Nantes, donc 2 heures de voiture pour avoir un suivi ophtalmo. Et je ne suis pas la seule. Moi, je travaille avec les déficients visuels. Tous mes élèves sont suivis sur Nantes. Il n'y en a pas un qui est suivi au Mans. Donc, c'est des frais, c'est plein de choses comme ça. C'est hyper maltraitant. Il y a Christelle qui a levé la main et puis Alex aussi. Alors, je voulais juste compléter. Alors, moi, je suis parent d'enfants déficients visuels pour mon fils et mamie d'une enfant avec des dys très importants, dont une dysphasie. Alors, pour mon fils, c'est vrai que même là, maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, il a 33 ans, il est déficient visuel depuis la naissance. Nous avons dû refaire son dossier MDPH tous les 2 ans, or qu'il n'y avait aucune évolution au niveau de sa maladie, sauf plutôt pour partir dans le négatif et pas pour aller dans le mieux. Jamais compris pourquoi je devais le refaire à chaque fois, et à chaque fois, du fait, les allocations étaient bloquées au moins pour 6 mois, vu l'attente au niveau des MDPH. Pour ce qui est des bilans pour les maladies des dys, il faut savoir qu'environ un bilan, neuropsy, neuromachin, tout ce que vous voulez, coûte environ 300 € sans aucune prise en charge. Moi, je me suis demandé, alors j'ai la chance que ma fille et son mari travaillent tous les deux, ils ont pu donc faire passer les bilans à ma petite fille.
je me suis demandé comment ils font les gens avec un seul salaire. Par exemple, une famille où il n'y a qu'une seule rentrée d'argent, aller retirer 300 € pour un bilan. Or, il en faut plus qu'un, hein. Il en faut 2, des fois 3. Et savoir aussi que la MDPH demande des bilans de moins de 2 ans. Et vu l'attente pour avoir des rendez-vous chez les spécialistes, on se retrouve avec des bilans qui sont périmés. On est obligé de refaire. C'est un cercle vicieux. Je voulais aussi accentuer le fait que les enseignants de primaire ne sont pas réellement formés pour détecter les 10. Et sincèrement, nous, sur le tard, ma petite fille a bientôt 13 ans et son dossier MDPH vient juste de passer il y a là 2 mois. Parce qu'une institutrice bornée à dire que non, c'était elle qui ne voulait pas travailler. Et en plus, il y a eu le Covid, enfin bref, et un an d'attente minimum pour un spécialiste. Donc, vous voyez, vraiment, le combat, il vaut le coup, je pense, pour nos enfants. Et moi, je remercie en tout cas tout ce qui est AESH et tout ce qui est aide humaine, parce que ces enfants-là, ils en ont réellement besoin. Alors moi, je voulais rajouter par rapport à ce que Isa disait tout à l'heure, c'est donc une fois que l'enfant a sa notification pour avoir un ou une AESH, donc il faut qu'il l'obtienne, et il faut aussi pouvoir qu'il ait le nombre d'heures auquel il doit avoir. Par exemple, moi cette année, j'accompagne 6 élèves. J'ai une élève, si je la vois 2 heures dans la semaine, c'est le grand maximum. Donc en fait, où est l'intérêt? Donc en fait, j'ai qu'une envie de dire, c'est merci les PIAL, et puis voilà, on mutualise tous les AESH, et après, je vais être vulgaire, c'est démerdez-vous, quoi. J'ai vu qu'il y avait Taline aussi qui a levé la main. Oui, bonjour, bonsoir à tous, c'est le soir. Voilà, je me présente, Taline Boigal, AESH dans la Loire. Moi, je voulais dénoncer aussi, voilà, depuis, donc il y a les ULIS, les unités localisées d'inclusion scolaire, et depuis plus de 2 ans maintenant, il n'y a que 26 heures allouées pour les LIS, alors qu'il y a 13 élèves, donc ça fait 2 heures d'accompagnement par semaine pour l'enseignant de l'ULIS, de les mettre en binôme ou en trinôme pour avoir l'accompagnement, le plus possible d'accompagnants pour ces élèves. Alors, je dénonce ça tous les jours. Je trouve ça aberrant. Donc, on dit aux parents de demander du coup des accompagnements individuels en plus d'être à l'ULIS pour que les AESH les accompagnent. Et voilà, comme ça a été dit aussi dans le chat, il y a de plus en plus d'accompagnements mutualisés, en sachant que les accompagnements mut, c'est de 1 heure à 5 heures maximum par semaine dans la Loire. Dès que l'enfant a 1 heure, il est considéré comme un enfant accompagné en inclusion scolaire. Et je trouve ça aberrant. Et c'est depuis l'arrivée des PIAL, depuis 2019, les pôles inclusion d'accompagnement localisés. C'est pour ça qu'on demande l'arrêt des PIAL, en fait. Et ça, c'est aussi très important. En fait, ils ont voulu faire une révolution avec le PIAL, mais voilà, on est des pions, nous, les AESH. Du jour au lendemain, on nous change d'établissement. Voilà, on n'est pas respecté. Voilà, puis il y a tellement de choses à dire. Donc voilà, merci en tout cas de m'avoir écouté. Il y avait une question sur pourquoi les profs, alors ce n'est pas trop une question, mais pourquoi les profs ne sont-ils et elles pas formés pour détecter les 10 le plus tôt possible? Alors déjà, moi peut-être que je peux vous rendre compte de ce que j'ai entendu en audition, parce que il y a tout un tas d'associations entre guillemets, ce qu'on appelle les associations un peu historiques sur le handicap, qui nous ont expliqué et qui ont plutôt rappelé que normalement, en fait, même en l'absence d'AESH, un enfant doit être accueilli à l'école parce que les enseignants devraient être formés.
Après, il y a des problèmes au sein même de la formation des enseignants parce que l'école inclusive fait partie du tronc commun pour le master métier de l'éducation, d'enseignement, etc. Mais par exemple, si tu es prof et que tu as le CAPES ou l'agrégation, en fait, ça, c'est pas obligatoire. Je passe sur, comme on a une pénurie d'enseignants sur les profs recrutés récemment en job dating. Déjà, ils sont recrutés en job dating. Donc, alors, la formation pour l'école inclusive, voilà. Donc, il y a certains qui ne suivent pas ce master. Ce n'est pas obligatoire pour être prof. Et en plus, maintenant, les profs, comme ils sont recrutés un petit peu à l'arrache, du coup, ça passe vraiment, ça passe à l'as. Et après, pour la formation continue, on pourrait se dire, bon, alors, ils ne l'ont pas dans leur formation, mais la formation continue pourrait le faire. Pour détecter les troubles, il faut être formé, il faut prendre le temps d'être formé. Donc, comme il y a un manque de personnel, les classes bondées, ils ne peuvent pas prendre le temps pour ça. Donc, en fait, c'est un cercle vicieux. Donc, du coup, ces formations, ça ne devient pas prioritaire. Et donc, du coup, après, ils n'ont pas été formés dans leur formation initiale. Et ils n'ont pas eu le temps de se former en formation continue. À la fin, ça crée des profs qui ne se sentent pas légitimes forcément à détecter, à s'exprimer sur ce qu'ils pourraient détecter. Et en plus, il y a des profs, comme ils ne sont pas formés, ils peuvent prendre mal, comme je l'ai entendu là, à l'instant, la remise en cause de leur constat. C'est-à-dire qu'ils préféreront certains dire que c'est plutôt l'élève qui ne veut pas comprendre ou pas écouter, plutôt que de se diriger vers éventuellement envisager d'autres troubles. Donc, on est vraiment en cercle vicieux. Formation initiale, pas obligée. Formation continue, pas le temps. Et à la fin, ils ne sont pas légitimes. Et puis, du coup, à la fin, et puis, est-ce qu'il y a suffisamment de dialogue au sein des établissements entre les profs et les AESH qui pourraient les épauler dans la détection? Manifestement, dans nos auditions, on nous a quand même répété souvent que voilà, les liens se faisaient difficilement. Il pourrait y avoir même un réseau de spécialistes qui pourraient être en lien avec les établissements, mais il n'y en a pas assez. Donc, en fait, on a tout un système structurel qui fait que rien ne concourt à ce que les enseignants, finalement, acquièrent une culture de l'école inclusive et qui soit utile pour les parents, pour les enfants et même pour leur travail avec les AESH. Donc, moi, c'est ce que j'ai entendu en audition. C'est ce qu'on a étudié aussi quand on a regardé un peu comment étaient formés les enseignants. Et du coup, tout ça, mis bout à bout, ça fait qu'on arrive à cette situation. Alors que normalement, effectivement, tout enfant devrait pouvoir être accueilli. Si je peux intervenir, je peux rajouter que, voilà ce que j'ai mis dans le chat. En fait, alors, chez nous, en fait, sur l'Académie de Nantes, il y a quasiment plus d'enfants dyslexiques accompagnés parce que, en fait, il y a un tel manque d'AESH qu'on garde les AESH pour les choses qui sont plus importantes que la dyslexie. La dyslexie, on leur donne un ordinateur et débrouillez-vous avec, ça doit suffire. C'est l'ordinateur qui va tout résoudre. Alors, on leur donne l'ordinateur, mais il n'y a pas d'ergo pour expliquer aux élèves comment se servir de l'ordinateur. Donc, en fait, il y en a plein qui ont un ordinateur qui reste dans la pochette, voire à la maison, qui ne l'emmènent pas dans les établissements. Mais en même temps, parce qu'il n'y a pas on ne leur apprend pas à s'en servir, en fait. Et les 10, en fait, ils considèrent qu'ils n'ont plus forcément besoin d'être accompagnés. Et comme Alexis le disait tout à l'heure, en fait, on va leur donner le minimum. Donc, peut-être 1 ou 2 heures dans la semaine, on va considérer que c'est assez. Puis, si c'est sur un trou d'AESH, si c'est 1 ou 2 heures à aller en sport, et ce sera 1 ou 2 heures à aller en sport. Alors que ce n'est pas en sport qu'il aura besoin. Enfin, voilà, c'est les aberrations, en fait, du système. On bouche les trous. Chez nous, ce qu'on retrouve aussi beaucoup, alors sur le Mans, il y a encore de l'accompagnement parce que c'est la ville et qu'il y a, mais en rural, ça devient très compliqué. Et finalement, c'est aux parents qui râlent le plus.
les parents qui râlent le plus, en fait, comme ils en ont marre de les entendre râler, on va déplacer un AESH qui était sur un élève, on va le mettre sur celui où les parents râlent. Et puis l'autre, si les parents râlent pas, tant mieux, voilà, il n'aura personne. Enfin, tant mieux pour le système, mais pas pour l'élève, hein, j'entends. On déshabille Pierre pour habiller Paul, quoi. Floriane, tu voulais prendre la parole? Oui, je voulais revenir du coup sur la formation des enseignants. Moi, je suis syndiquée chez Sud et je fais partie de la commission précarité. Et on discute pas mal quand on a nos réunions du métier qu'on veut, comment on le veut, etc. Et ce qui ressort beaucoup, c'est que non seulement les profs ne sont pas assez formés, mais surtout qu'on devrait pouvoir avoir un lien, nous, de formation avec les profs. Parce qu'en fait, souvent, ils savent pas trop comment travailler avec les AESH. Et nous, on ne sait pas tellement comment travailler avec eux aussi, parce que on peut aussi, un adulte en plus dans la classe, c'est pas toujours facile à gérer pour eux sur comment on voit le cours, etc. Et du coup aussi, pour revenir sur ce que Isabelle a dit, c'est clair qu'il y a une grosse différence de traitement avec les parents qui arrivent à suivre correctement la scolarité ou qui connaissent les démarches et qui ont l'argent pour les faire, pour le soutien et pour l'accompagnement de leurs enfants. Et les personnes qui sont totalement dans la précarité, qui ont des enfants qui sont vraiment dans le besoin, mais qui n'ont pas d'aide pour effectuer ces démarches. Et ça, c'est hyper grave. Parce que je pense qu'on le voit tous dans nos établissements. Et voilà. Encore une fois, c'est une question, l'école et l'égalité, quoi. J'ai aussi envie de rajouter qu'il n'y a pas que l'école. C'est-à-dire que les CESAD sont aussi… donc les CESAD, c'est les centres qui interviennent, qui peuvent intervenir à l'école et à domicile pour aider les enfants. Les CESAD, c'est pareil, ils n'ont plus suffisamment de personnel, il n'y en a pas suffisamment parce qu'il y a eu c'est vrai, une évolution sur la prise en charge du handicap depuis quelques années. On va dire qu'il y a beaucoup plus d'élèves qui sont accompagnés à l'école par rapport à ce qu'il y avait, ne serait-ce qu'il y a 10 ans. Le nombre d'élèves porteurs de handicap scolarisés s'est multiplié par je ne sais pas combien. Et les CESAD n'ont pas suivi, en fait. Et du coup, on se retrouve avec des élèves. Moi, c'est hallucinant. Enfin, nous, on a donc moi, du coup, j'ai des élèves déficients visuels. On nous a annoncé là, on a un petit qui a 7 ans, qui est en CE1. On est en train de se demander si on le passe au braille ou pas, ou si on le laisse encore au noir. Enfin, l'écriture noire, c'est l'écriture que nous, on pratique. On est à se poser la question si on le passe au braille ou pas, parce que tellement il est déficient visuel. Et là, le CESAD vient de nous dire que non, ils arrêtaient sa prise en charge parce qu'en fait, il n'avait pas besoin. Voilà. Mais comme ils ont tellement pas de moyens et tellement peu de place que finalement, ils considèrent qu'il est en Ulysse. Donc déjà, c'est pas mal, il est pris en charge dans une Ulysse. Il n'a pas besoin du CESAD à côté. S'il en a besoin, en fait. Là, il y a un gros souci au niveau des CESAD. Et moi, j'imagine qu'on n'est pas les seuls à avoir ce souci sur le département. Christelle, tu voulais prendre la parole? Alors j'entends des choses qui me révoltent. Mon fils, qui était déficient visuel, n'a jamais été pris en charge par un CESAD. Par contre, chez nous, dans le Nord, on a une école de déficients visuels qui s'appelle l'Épitsoile de l'Os, près de Lille. Ils accueillent les enfants déficients visuels, mais ils détachent aussi des professeurs dans des écoles, je vais dire normaux, où il y a peu d'élèves et où on consacre des heures en soutien à l'enfant qui est déficient visuel. C'est comme ça que ça s'est passé pour mon fils. Tout le long de l'école primaire, ensuite, il a intégré le collège de déficients visuels. Et ensuite, il est revenu dans le cycle, je vais dire, normal, au lycée. Et là, ça s'est gâté. J'avoue que ça s'est gâté. Les professeurs n'y comprenaient rien. Ils ne voyaient pas le tableau, même au premier rang. Alors ça les révoltait parce qu'ils savaient marcher, courir et tout, mais ils ne voyaient pas le tableau. Ils ne comprenaient pas pourquoi ils ne voyaient pas le tableau. Donc, bien sûr, quand vous avez une personne devant vous qui fait 1m50, 1m60, forcément, vous la voyez à 2 mètres, je vais dire. Mais quand vous écrivez que ça mesure 3 cm, je ne pense pas que ça fait la même chose à 2 mètres. Enfin bref, ça a été très compliqué, très compliqué.
Et alors, je voulais revenir aussi sur les ULIS. Il y a les ULIS spécialisés pour dysphasie. Une dysphasie, c'est quand même accompagné d'un trouble, d'un trouble à l'écrit et d'un trouble du langage oral. Ça veut dire que l'enfant, il va croire qu'il a compris ce que vous lui expliquez, mais en réalité des choses, il n'a pas compris, quoi. Il faut creuser, il faut passer beaucoup de temps. Il faut remettre tout ce qui est abstrait à un dysphasique, il ne sait pas. Il faut lui faire les choses concrètement. Nous, ici, dans le Nord, pour une Ulysse, c'est 4 ans d'attente pour un collège en Ulysse dysphasique. Il n'y a pas d'Ulysse. Il n'y en a pas. Donc, on se débrouille avec les collèges ordinaires. Les SECPA, ce n'est pas pour les dysphasiques parce qu'elle n'a pas de déficience intellectuelle, donc ce n'est pas la SECPA. Et on se débrouille avec une AESH. Encore, moi, j'ai de la chance qu'elle est très bien, celle que ma petite fille a. Mais oui, il y a des cours où elle n'a pas. Et comment? Ce que je veux dire, c'est que c'est aberrant, tout ça, les prix d'une ergothérapeute, parce qu'il va lui falloir la motricité fine, etc., etc. C'est aberrant. Et quand on passe un dossier en MDPH maintenant, il y a une nouvelle. C'est nouveau, hein, c'est pour les caisses. Hein. Plus aucun handicap 10 ne passe au-dessus de 80%. Donc, en fait, vous vous retrouvez avec 140 € pour vous payer l'ergothérapeute, pour payer ci, pour payer là. Si on a besoin de cours à côté pour aider, quoi, des cours particuliers, etc., bah, ça devient, tout devient hors de prix. C'est pas possible de gérer tout ça pour les parents. C'est pas possible. Et je ne comprends pas qu'ils ne se réveillent pas, quoi, les députés. Alors, à part les députés de la NUPS, mais les autres, je crois qu'ils n'ont pas d'enfants atteints. Je crois que c'est ça en réalité. Il y a Taline qui a levé la main. Oui, et c'est vrai que ce que j'avais mis aussi une question pour Nadège, est-ce que les députés peuvent aussi intervenir pour que les dossiers à la MDPH, enfin voilà, soit plus rapide. Moi, j'ai fait un dossier, ça fait maintenant 10 ans, un peu plus, excusez-moi, 10 mois, et à l'heure d'aujourd'hui, toujours rien. Alors que mon fils va passer le bac. Là, il va avoir voilà, le bac blanc. Et on arrive au mois de février, il va avoir les vacances. Voilà, le bac arrive très vite. Et je fais qu'appeler la MDPH. Ils me disent il faut qu'il passe en commission, il faut qu'il passe en commission. Et c'est toujours, enfin, c'est un vrai scandale. Et je comprends les parents qui arrivent à bout, ou il y a des parents qui sont démunis, qui ne savent pas voilà, envoyer des mails ou téléphoner. Parce que moi, je vois dans mon collège, on a beaucoup de parents voilà, qui ne savent pas parler français. Donc voilà, nous, on va les aider. Mais voilà, alors j'avais posé la question à Nadège, mais je ne sais pas si elle a vu ma question, mais est-ce que peut-être que, je ne sais pas, en faisant quelque chose, parce que c'est une catastrophe. Hein. En fait, il se trouve qu'en tant que député, mais je pense que peut-être les personnes peuvent parfois saisir aussi une mère. En fait, souvent, on est sollicité par des parents. Moi, en fait, quasiment toutes les semaines, on sollicite le rectorat ou la MDPH pour des cas où pas de notification, où les heures notifiées sont pas pourvues, enfin, tout le temps. Mais la réalité, c'est que nous, en fait, en tant que députés, on essaye de dénouer parfois des dysfonctionnements, enfin des problèmes relationnels entre les administrés et les administrations. Le problème, c'est qu'en réalité, ce ne serait même pas notre rôle. Et là-dedans, ça rejoint ce qui a été dit là concernant les différences entre celui qui veut le plus faire ou pas. C'est qu'il y a des parents, en fait, qui sont trop démunis pour se dire tiens, je vais envoyer une lettre au député. Tiens, je vais saisir le défenseur des droits. En fait, en gros, c'est chacun se débrouille comme il peut avec les connaissances qu'il a, etc., pour essayer de dénouer des situations. Mais c'est vrai qu'on a constaté, alors moi je suis en Seine-Saint-Denis, c'est vraiment le cas, c'est-à-dire que les délais de traitement des dossiers sont extrêmement longs, ou parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, l'air de rien, avec le temps, l'époque fait qu'il y a plus de détection quand même qu'il y a quelques décennies. En même temps, les moyens pour traiter ces dossiers n'ont pas suivi.
Et en même temps, les collectivités, en fait, les MDPH dépendent des conseils départementaux, n'ont pas suffisamment d'agents ou pas suffisamment formés pour traiter les dossiers. Et donc, c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de personnes qui se regroupent en collectif pour faire des recours, pour attaquer l'État ou pour saisir le défenseur des droits. Et la défenseur des droits, je n'ai plus le chiffre exact en tête, mais la part de saisine pour non-respect des obligations de l'école par rapport aux questions de handicap explose. Et ça regroupe pas de réponse MDPH, ça regroupe heures notifiées non pourvues, ça regroupe des enfants qui sont déscolarisés. Et effectivement, nous, on est démunis face à ça parce que, en plus, selon les départements, ce n'est pas le même traitement. Donc, il y a vraiment des ruptures d'égalité. Il y a des départements où ça se passe, on va dire, je ne vais pas dire bien, mais moins mal. On en est là, en fait. On est en train de se dire qu'il y a des endroits où ça se passe moins mal que d'autres. Et donc, du coup, moi, je sais qu'on a des interpellations de parents. Et par exemple, moi, on en a eu une la semaine dernière qui elle-même avait le cas d'une autre de ses amies. C'était une mère qui était dans la même situation. Donc, je lui ai dit, écoute, on va faire un courrier au rectorat. Là, c'était pour des heures non pourvues, où on fait des courriers à la MDPH. Mais en fait, nous, on peut intervenir qu'en soutien des demandes répétées pour dire, attendez, là, c'est urgent. Donc, ça marche pas. C'est très aléatoire. Et surtout, à la fin, c'est très inégalitaire. Parce que, du coup, la charge des démarches, elle retombe sur les parents, qui déjà ont quand même des tâches à accomplir d'éducation qui sont extrêmement compliquées. C'est pour ça qu'en fait, on en revient à cette maltraitance, et il y a une maltraitance administrative. Et après, on arrive à des situations où la seule solution pour un peu se faire entendre, parfois, c'est la justice. Et même pour saisir la justice, c'est des démarches. Ce n'est pas tous les parents qui peuvent le faire. Et c'est pour ça que c'est un sujet, là, les actions collectives, qu'on est en train d'un peu étudier avec certains collègues, parce que manifestement, il n'y a que comme ça, en fait, qu'on peut arracher des choses. Et je vais prendre l'exemple, c'est un autre sujet sur lequel je travaille, sur la question des influenceurs. Sur les dérives des influenceurs qui commettent des arnaques et qui mettent les gens dans la merde, on ne peut pas dire autre chose. En fait, on constate que l'action collective d'un collectif que j'ai auditionné fait que, bizarrement, ça bouge un peu. Donc, en fait, c'est l'action collective syndicale, politique, citoyenne qui fait qu'il y a parfois des choses qui bougent. Mais c'est vrai que normalement, tous ces délais qui sont extrêmement longs, en fait, ça mérite et c'est éligible à des plaintes contre l'État et à la saisine de la défenseur des droits. Mais c'est vrai que nous, voilà, donc, alors, il y a les maires parfois qui peuvent essayer moi je dis bricoler un peu en donnant des contrats des ESH pour faire la jointure, etc. Sauf qu'eux, ils peuvent le faire sur les temps périscolaires. Et là, c'est pour les heures non pourvues, en fait. Mais sinon, pour les traitements dossiers MDPH, là, c'est vraiment à chaque fois le harcèlement des MDPH et des services départementaux. Et on est dans un cercle vicieux, quoi. Ok, merci beaucoup en tout cas. Par rapport au rôle des députés, on avait une des questions, savoir s'il y avait un intergroupe du coup NUPES par rapport à l'école inclusive, et je dirais plus généralement, on sait qu'il y a un groupe, alors je ne sais pas si on l'appelle groupe comme ça, mais transpartisan par rapport aux questions de santé, je crois qu'il est à l'initiative de Guillaume Garot. Est-ce que tu sais, Nadège, si dans ce groupe transpartisan, donc qui va donc au-delà de ce que j'ai compris, qui va au-delà de la NUPES, est-ce que la question du handicap fait partie du coup de ce qui est discuté, et en particulier et entre autres par rapport à l'accueil des enfants en situation de handicap à l'école?
Alors, donc il y a plusieurs questions. Est-ce qu'il y a un intergroupe NUPES? Déjà, de manière générale, notre fonctionnement à l'Assemblée, c'est qu'il y a un intergroupe NUPES sur tous les sujets. Mais ensuite, sur ces questions d'école, clairement, en fait, il y a déjà tous les députés qui sont membres de la commission culture et éducation, ils travaillent de manière coordonnée, en fait. Donc, là-dessus, on n'a pas de souci. Et même quand on a fait la proposition de loi pour donner un statut de fonctionnaire aux AESH, nous, on a travaillé en coordination avec les députés que je vous ai cités tout à l'heure, Francesca Poschini, Fatia Kalouachi, Soumia Bouroua. En fait, on a travaillé en coordination. Ça, c'est la première chose pour la NUPES. Ensuite, sur le travail transpartisan, il est plus axé des déserts médicaux. Donc, en fait, il va, lui, aborder la question du handicap à travers les IME. Il va l'aborder par là et je pense qu'ils pourront aussi tirer le fil forcément. Donc, ça, je vais regarder plus précisément. Et sinon, il y a aussi à l'Assemblée des groupes d'études parlementaires. Donc, chaque groupe peut présider ses groupes d'études. Et il y a un groupe d'études qui est dédié au handicap et à l'inclusion. Et donc, là-dedans aussi, il peut y avoir des réflexions. Et en fait, c'est vrai que les groupes d'études, comme tous les députés peuvent y participer, ça peut aussi mener à des textes transpartisans. Le problème, en tout cas concernant les AESH, et au vu de l'expérience qu'on a eue sur ma proposition de loi, on va, je pense, toujours buter sur des questions de conception comptable, budgétaire de l'école. Ensuite, il y a aussi un autre sujet, en tout cas, là, c'est peut-être une réflexion plus personnelle que j'ai remarquée. C'est vrai que quand on a des parlementaires qui ont ou été profs, par exemple, Francesca Poschini était prof, donc elle connaît très bien l'environnement. Fatia Kelouachi, elle était aussi, je crois, principale. Soumia Bouroua était principale de collège. Donc, ça fait qu'il y a quand même des députés qui ont une expérience professionnelle ou parfois personnelle, c'est-à-dire avoir dans son entourage des personnes atteintes de handicap. Moi, c'est mon cas. Donc, du coup, qui sont plus sensibilisés au sujet, mais n'empêche qu'à la fin, on bute souvent sur des considérations partisanes. C'est-à-dire qu'à ce stade, moi, je ne peux pas dire que je pourrais compter sur des députés du Rassemblement national ou de Macron qui voteront nos textes. Il y a eu quelques propositions qui émanaient de LR sur le texte que j'ai porté en novembre. Ça concernait en fait le soutien aux collectivités locales pour qu'elles puissent, elles, faire des contrats pour les AESH, c'est-à-dire beaucoup pour le périscolaire. Donc, voilà. Mais c'était plus sur le prisme, l'État doit financer. C'est plutôt pas mal. Moi, c'est un amendement que j'avais, en tout cas en tant que rapporteur, accepté, mais ça n'a pas été, validé par la majorité des membres de la commission. Mais il y a possibilité, effectivement, et moi, je ne désespère pas qu'au fur et à mesure, on arrive à convaincre. C'est ce qui s'est passé sur la déconjugation de l'aide de l'AAH. Mais en fait, je pense surtout qu'il va falloir prendre des choses, enfin obtenir par la lutte. Et je pense que même si la situation est très compliquée à titre individuel pour les uns et les autres, je crois que les initiatives comme les vôtres, des collectifs, les actions de l'action syndicale, etc., et la coordination de tous ces réseaux en fait qui sont sur la lutte sur ces sujets en fait est plus que nécessaire. Donc voilà pour ces sujets-là. En revanche, je vais devoir vous quitter dans 5 minutes à peu près, parce que demain commence en commission des finances le texte sur les retraites et il faut que je travaille mes amendements pour demain. Mais en tout cas, moi je trouve qu'on a eu une discussion très enrichissante parce que alimentée par vos expériences. Et du coup, ça peut aussi me donner des idées ou d'amendements ou de textes à porter. Et de toute façon, moi, je pars du principe qu'on propose des choses et après, aux autres groupes de se prononcer.
Et le problème, ce qu'on a vu, moi, ce qu'on disait avec Francesca pendant l'examen du texte qu'on a eu, on disait aux députés qui n'ont pas voté, mais je vous invite à aller en parler dans vos circonscriptions, en fait. Aller parler à tous les parents qui vous voient, aller parler à tous les parents qui vous écrivent, parce que objectivement, je pense que aucun député peut dire qu'il n'a jamais eu d'interpellation concernant les AESH, c'est impossible. Moi, je vois le nombre que j'ai, c'est pas possible. Donc, je ne sais pas comment ils vont à la rentrée prochaine aller dire aux parents, aux directeurs qui sont stressés qu'en fait, ils n'ont pas voté pour ce texte. Parce qu'en réalité, les habitants, ils ne choisissent pas, ils ne disent pas, bah, tiens, c'est un député NUPES, l'autre, ce n'est pas un député NUPES. Ils interpellent leur député s'ils le peuvent. Bah, le député, après, il va falloir qu'il explique aux parents et aux directeurs d'établissement, aux AESH, qu'il n'a pas voté ça. Donc, en fait, nous, on va continuer à travailler le sujet. Je vous disais, on évoque des pistes, on va pas trop pour l'instant s'avancer parce qu'on étudie la faisabilité. Mais je pense qu'il va falloir creuser le sillon des actions collectives. Je pense que c'est ça et la lutte, voilà, ça va être nos moyens d'agir et d'enfin reconnaître les métiers. Et en plus, je considère que on a parlé des AESH en novembre dans le cadre de notre niche parlementaire, mais c'est aussi un moyen de mettre le pied dans la porte pour parler des AVS, de tous les métiers qui contribuent à ce que l'école fonctionne et qui ne sont pas reconnus. Voilà, donc en plus, c'est enrichissant humainement aussi de travailler sur ces sujets, en tant que député, en tant que parlementaire, en tant que personne. Donc, voilà. Et je vous remercie encore une fois de m'avoir invité. Merci à toi et bon courage pour la préparation des amendements. Juste pour info, j'avais réussi à choper par Twitter une députée macroniste, Astrid Panosyan-Bouvet, d'Île-de-France, par rapport aux auxiliaires de vie. Elle devait venir dans la boîte dans laquelle je travaille lundi et je devais l'emmener sur ma tournée lundi après-midi. Mais là, son attaché parlementaire a annulé parce qu'elle avait, elle aussi, des amendements à préparer. Voilà. Donc, bon courage. Je pense qu'elle ne s'est pas défilée, je pense que c'est vrai. Oui, non, mais probablement. Elle est en commission affaires sociales, en fait, elle, en plus. Comment? Je crois qu'elle est en commission affaires sociales ou affaires économiques et ça passe dans sa commission. Ok. Merci beaucoup, en tout cas, Nadège. Merci. Bon courage. Bonne fin de soirée. À bientôt. Merci. Alors, comme question, on avait l'explication que tu nous donnes, l'explication des acronymes. Même si ici, il y a pas mal il y a des AESH mais la visio, elle est voilà pour tout public. Donc, que tu nous donnes la définition de certains acronymes, donc PIAL, PPRE, PAP, GVASCO, CPP et d'autres si tu veux, puisqu'apparemment il y a un florilège de. Alors, CPP, c'est pas CPP, c'est CCP. CCP, pardon. C'est à l'envers. Mais du coup, non, j'ai préparé ma petite. Donc, le PIAL. On commence par ça. C'est ce qu'on ne veut pas. Hein. C'est ce qu'on refuse et c'est ce qui nous a mis encore plus dans la galère. Enfin, voilà. C'est le pôle inclusif d'accompagnement localisé. C'est-à-dire que les PIAL regroupent un secteur et l'AESH, quand elle signe son contrat, elle signe en fait pour intervenir sur tout ce secteur. Et ce contrat leur permet de déplacer les AESH d'un établissement à un autre sans avoir à faire un avenant. C'est-à-dire qu'on peut dire à l'AESH le mardi soir, demain tu vas dans cette école-là. Alors, si elle est à 20 ou 30 km de chez elle, ce n'est pas grave. Elle n'a pas le choix. Elle a signé, donc elle s'engage à pouvoir se déplacer sur tous les établissements du PIAL. Alors, il y en a où il y en a 5, 6,
je me limitais à ça, même si chez nous, il y a un PIAL qui a 2 établissements qui sont l'un à côté de l'autre. Donc là, ça ne poserait pas de problème au final. Mais il y a des PIAL qui regroupent entre 30, 40, 50 établissements. Et là, ça veut dire que les AESH peuvent intervenir sur tous ces établissements. Et elles n'ont pas le choix. Si elles refusent, elles se mettent en position de refus de travail, en fait. Donc là, c'est problématique. Alors, le PPRE. Le PPRE, c'est le programme personnalisé de réussite éducative. Donc, on en comprend ce qu'on veut. Hein, ça comprend tout ce qu'on veut, en fait. Hein. Voilà, c'est un sac, on met tout ce qu'on veut dedans. Le PAP, c'est un plan d'accompagnement personnalisé. Donc, finalement, c'est la même chose au final. Le GEVASCO. Alors, le GEVASCO, en fait, c'est le guide d'évaluation des besoins de compensation en matière de scolarisation. Donc, c'est tout un dossier qui est à remplir pour pouvoir bénéficier d'un accompagnement humain ou de matériel. Et là, c'est un dossier qui est quand même assez complexe à faire remplir par l'enseignant référent, par les enseignants, par les médecins, par les familles. Enfin, là, c'est vraiment un dossier hyper complexe à remplir. Alors, et les CCP, donc ce sont ce que j'ai dit en début de visio, ce sont les commissions consultatives paritaires. Donc, il y en a une par académie. Il y a, c'est un peu, comment expliquer, c'est pas un tribunal, mais c'est un peu, il y a en fonction. Alors, chez nous, il y a 6 représentants du personnel et 6 représentants de l'administration. Mais ça dépend en fait du nombre de personnel sur l'académie. Donc, sur l'académie de Nantes, c'est 6. Et en fait, on étudie les dossiers des personnels. Donc, comme je le disais au début, on a de plus en plus de dossiers pour inaptitude. Mais les dossiers sont obligés de passer en commission. Ils ne peuvent pas licencier une personne sans faire passer le dossier en commission. C'est obligatoire. Alors, ça reste que consultatif, mais ça permet de faire ressortir des problèmes, en fait. Pourquoi mettre une personne, admettons, qui signe, qui a le langage des signes, on la met sur un élève qui a un trouble du comportement. Ou on a des AESH qui ont aussi un certain âge, les mettre sur un élève qui a un trouble du comportement, ça peut vite être problématique. Et là, les personnes se retrouvent complètement perdues. Et par contre, quand on est déclaré inapte, c'est inapte pour tout. C'est-à-dire que je me souviens d'un dossier où on avait une AESH qui s'était fait déclarer inapte en pensant qu'on allait la changer d'élève. Et en fait, non. À partir du moment où elle est déclarée inapte, elle est licenciée. On n'a plus à... Et puis, il y en a pour d'autres où c'est le seul moyen, finalement, de sortir de ces contrats. Parce que ce sont des contrats pièges, quand même. C'est à partir du moment où on signe un contrat d'AESH, on est piégé. Il n'y a pas de moyen de sortie. C'est-à-dire que on signe un contrat avec l'État et si, même à la fin du contrat, c'est-à-dire qu'on a un premier contrat, alors maintenant, avant c'était 1 an, maintenant c'est 3 ans, on a un premier CDD de 3 ans. Si à la fin du CDD de 3 ans, on veut arrêter, on est considéré comme démissionnaire. Donc, pas le droit au Pôle emploi, pas le droit à... C'est considéré comme une démission. Alors que partout, dans n'importe quelle entreprise, n'importe quel job, à partir du moment où le contrat se termine, vous avez cotisé, vous avez le droit à toucher le chômage et à chercher autre chose. Même pas à l'éducation nationale, en fait. Donc, les AESH qui signent, elles sont coincées. Donc, on les coince sur des contrats hyper précaires, avec peu d'heures. La moyenne d'heures, c'est 24 heures, mais il y en a qui ont moins. Il y en a qui ont 17, 18... Voilà. Et si elles veulent arrêter, en fait, elles n'ont pas de chômage. Donc, finalement, les gens sont coincés.
Alors que ça soit à la fin du premier contrat, à la fin du deuxième contrat, ou alors quand elle passe en CDI, bah, tout le temps, en fait, c'est considéré comme une démission. Donc, quand on s'engage là-dedans, on est coincé, il faut le savoir. Et l'inaptitude, bah, c'est un des moyens de pouvoir en sortir en ayant un droit Pôle emploi. Donc, on a de plus en plus de dossiers pour inaptitude. Mais on peut aussi avoir des dossiers pour insuffisance professionnelle ou faute grave. On a des fautes graves aussi. Hein. Là, récemment, on a eu un dossier où on a réussi nous, en tant que représentants du personnel, on a réussi à faire descendre largement la sanction. Parce que, bah, oui, la ESH, elle avait fait une erreur, mais n'importe qui aurait pu la faire et la sanction qu'il proposait était vraiment beaucoup trop lourde par rapport à ce qu'elle avait fait. Donc, on a réussi à faire diminuer la sanction. Il y en a eu une, mais on a réussi à la faire diminuer. Christelle, tu voulais prendre la parole? Tout à l'heure, on parlait d'essayer de mettre des choses en place avec les AESH et tout. Moi, je pense aussi qu'il y a la volonté du proviseur ou du proviseur adjoint à vraiment essayer d'aider les enfants. Parce que je vois dans le collège de ma petite fille, elle n'avait pas de reconnaissance MDPH en 6e et ils ont tout fait pour qu'elle ait une aide quand même et quand même des heures avec l'AESH. Elle a été mise dans une classe où il y avait une AESH. Et je pense que la volonté aussi du proviseur ou du proviseur adjoint à mener ses professeurs à dire maintenant vous devez aider, il y a un pape, vous devez le lire et à faire des rappels à l'ordre. Je pense que c'est très important et je pense qu'il n'y en a pas beaucoup en réalité qui prennent le temps de consacrer autant de temps à ça, aux handicaps. Il y a aussi, en fait, il y a aussi des établissements qui empêchent les AESH d'avoir accès soit au PAP, soit au PPRE, soit au GIVASCO. En fait, les AESH ne savent pas, en fait, elles se retrouvent avec un élève et elles ne savent pas ce que l'élève a. Donc, en fait, il faut parfois des semaines pour découvrir. Puis, il y a des choses qu'on découvre encore même plus tard. Enfin, il peut y avoir des choses qui sont perturbantes pour un élève qui a été signalé dans le GEVASCO ou dans le PPRE et qu'on on n'est pas forcément au courant. Et ça, parce que le GEVASCO, il y a une partie médicale, donc ne veut pas nous le donner en accès. Eh ben, tu vois, tu me rejoins. Parce que là, à la réunion parents-professeurs pour revoir le PAP, là, en début d'année de 5e, sa professeure principale a demandé la présence de l'AESH. Et alors j'ai été avec ma fille, parce que ma fille aussi souffre de 10, et à 4, on a refait le PAP, et on voit qu'il y a une complicité du professeur avec l'AESH. Et ça, c'est fort intéressant. Mais ça, c'est important. Et c'est grâce à ça qu'elle est encore scolarisée avec une bonne moyenne. Hein. Et je pense qu'il y a des établissements qui ne font pas ça. N'attachent pas l'importance à l'AESH comme il le faudrait. En fait, le problème se pose aussi sur le fait que les AESH sont changés d'établissement tout le temps. C'est-à-dire que quand on peut être pendant plusieurs mois, voire années sur un établissement, les enseignants apprennent à nous connaître, apprennent à savoir ce qu'on peut faire avec un élève. Enfin, voilà, ils nous font confiance ou pas, ils ont le temps d'apprendre à nous faire confiance. Quand on est changé d'établissement tous les 3 mois ou tous les 6 mois, cette relation ne peut pas s'établir, en fait. C'est pas possible. Donc là, c'est encore une fois, les PIAL sont responsables de ça. Alexis? Oui, alors je voulais rebondir sur deux choses qui ont été dites. Isabelle, tout à l'heure, tu disais par rapport si un ou une AESH qui refusait le contrat qui était proposé au bout de 3 ans, que c'était des missionnaires. Et j'ai envie de dire, c'est un peu comme ça qu'ils vous tiennent, de toute façon. Hein, c'est un peu la carotte. Et autre chose, tout à l'heure, Christelle, tu disais que certains AESH ne peuvent pas avoir accès au GEVASCO parce que c'est secret médical. J'ai envie de dire aux AESH
qui sont présents ici ou qui regarderont plus tard la visio, qu'on est des personnages de l'éducation nationale et on a droit à accès à ces documents. Et que s'ils refusent, il faut contacter les personnes concernées qui peuvent nous faire avoir accès à ces documents. Une autre question, quels sont les différents contrats des AESH? Alors, tu as un petit peu répondu en parlant des contrats de 3 mois, du coup, Isabelle, mais est-ce que tu peux creuser un peu? Alors, c'est 3 ans, pas 3 mois. 3 ans, pardon, oui, pardon, 3 ans. C'est pas grave. Alors, on a 2 types de contrats. C'est-à-dire que, alors tout à l'heure, Nadège a parlé des AVS, mais il n'y a plus d'AVS dans les écoles. Ça n'existe plus, en fait. Il n'y a que des AESH dans les écoles. Et les AESH, elles sont recrutées sur… il y a 2 possibilités. Alors, il y a les titres 2 et les hors titre 2. Alors, c'est un peu complexe. C'est en fait, les titres 2 sont sur le budget de l'État, du ministère de l'Éducation nationale, et les hors titre 2 sont pris sur d'autres budgets, mais on va les payer, c'est aussi l'État qui les paye, hein, mais sur d'autres budgets que sur le budget du ministère. Et la différence entre les deux, donc les titres 2 sont payés par les rectorats ou par les DSDEN, et les hors titre 2 sont employés par des lycées mutualisateurs. Et la différence en fait qu'il y a entre les deux, c'est que les lycées mutualisateurs peuvent mettre en place des subrogations pour les arrêts de travail et choses comme ça, que les DSDEN et les rectorats ne peuvent pas. Et ça pose un sacré problème parce que une AESH qui est en titre 2, donc qui est payée soit par le rectorat, soit par la DSDEN, quand elle est en arrêt de travail, elle perçoit son salaire par le rectorat ou par la DSDEN. Elle reçoit un… Alors, je suis désolée, je féminise, mais il y a beaucoup plus de femmes. Et désolée, Alexis. Et elle reçoit son décompte d'indemnité qu'elle doit envoyer à sa sécurité sociale. Et en fait, sa sécurité sociale va la rembourser et elle doit rembourser son employeur. Ce qui complique les choses, c'est que souvent, ça prend des semaines, voire des mois pour obtenir. Et on ne peut pas rembourser d'un coup. C'est-à-dire, on ne peut pas dire, bon, la Sécu nous a donné un versement, je ne sais pas, je vais dire une bêtise, mais nous a versé 800 €, je les redonne directement. On ne peut pas faire ça. Parce qu'il faut attendre qu'il y ait le décompte qui soit fait. Donc, la plupart du temps, en fait, l'AESH se retrouve avec, pendant des mois, on lui tire sur son salaire. Pendant des mois, on lui fait des retenues sur son salaire. Et ça peut durer… Alors, il y en a qui s'en servent pour… C'est un mini-crédit, hein, c'est un crédit gratuit au final. Mais au final, on se rend compte qu'il y en a qui sont… ça les met encore plus dans la précarité. Et quand on a quelqu'un qui a été en longue maladie, qui est resté longtemps en arrêt, à qui c'est arrivé, il se retrouve avec des dettes pas possibles. Donc, les gens finissent par être licenciés, souvent pour inaptitude. Ils se retrouvent licenciés, mais ils ont toujours une dette au niveau du rectorat des DSDEN qui peut s'élever à des milliers d'euros. Ça, c'est encore une aberration du système. Alors que ceux qui sont en hors titre 2, les lycées mutualisateurs peuvent mettre en place une subrogation. Donc, eux se font payer directement par la Sécu ou par les sécurités sociales. Et là, il n'y a pas de problème de remboursement après. Ouais, c'est rajouter de la précarité à de la précarité. C'est horrible. C'est ça. Mais c'est ça, en fait. Moi… j'ai eu une intervention l'année dernière, j'étais arrêtée pendant 5 semaines. Il a fallu que je rembourse 800 €. 800 €, c'est pas rien. Alors oui, effectivement, je les avais reçus avec mon salaire. Je les ai mis de côté. Quand ils me prélevaient tous les mois, je refaisais un virement pour compenser ce qu'ils me prélevaient. Mais au final, moi, j'avais demandé à rembourser tout d'un coup quand je les ai reçus. Je ne pouvais pas parce qu'il faut que les impôts sortent un titre de remboursement, machin. Et quand les impôts ont pu sortir le titre de remboursement, en fait, je venais de finir de payer. Mais tous les mois, on m'a retiré 250 € sur mon salaire. Alors, quand vous avez quelqu'un qui est déjà dans la précarité, il faut être honnête, quand on a 860 balles de salaire par mois, on ne peut pas être bien, on est à découvert tout le temps. Vous avez la Sécu qui vous fait un virement même de 300 €, ça comble le découvert. Donc ces sous-là, de toute façon, vous ne les avez pas, vous ne pouvez pas les mettre de côté pour les rembourser. Et du coup, on rajoute en fait des choses.
Enfin, c'est une catastrophe, en fait, ce système. Et ça, c'est le ministère, en fait, qui bloque. Là, ça vient vraiment du ministère. Le ministère bloque le fait de pouvoir mettre en place une subrogation pour les contractuels. Parce que les profs contractuels sont dans la même situation. C'est tous les contractuels qui dépendent du ministère de l'Éducation nationale, il n'y a pas de subrogation. Ça, c'est hyper intéressant, quoi, parce qu'effectivement, on ne le sait pas. Enfin, voilà, quand on n'est pas dans ce secteur d'activité, on ne le sait pas et c'est vraiment à dénoncer. C'est odieux, quoi. C'est vraiment odieux. Les congés maternité, il y en a plein qui se sont retrouvés avec les congés maternité. En fait, elles sont payées pendant leur congé maternité, puis elles reçoivent par la Sécu, donc il faut rembourser. Les congés maternité, ça dure 6 mois. Hein. Donc, il faut les rembourser les 6 mois derrière, en fait. Alors, les rémunérations sont-elles différentes selon les académies? Alors, ce n'est pas selon les académies, c'est selon des zones. Il y a 3 zones en fait, de rémunération. Il y a la zone 1 qui comprend Paris et je crois que c'est Lyon et Marseille. Enfin, Paris et région, et je crois que c'est Lyon et Marseille aussi. C'est les mêmes zones que pour les vacances? Non, pas du Non, tout. d'accord, ok. C'est vraiment les zones où la vie est plus chère, en fait, on va dire. Donc, il y a la zone 1, zone 2 et zone 3. Alors après, il n'y a pas grande différence entre les zones. Il y a peut-être sur un temps plein, entre la zone 1 et la zone 3, il y a une centaine d'euros de différence. Mais entre habiter Paris et habiter Le Mans, ce n'est pas la même chose non plus, quoi. Le prix des loyers, pas le même. C'est clair. Après, sur la rémunération, la grille indiciaire, elle a été revue, la grille indiciaire, en septembre 2021. Elle a été actualisée en septembre 2021. Le problème, c'est qu'elle était tellement basse, cette grille indiciaire, que quand le 1er octobre, il y a eu une augmentation du SMIC, elle était déjà obsolète, en fait. Elle s'était déjà fait tasser. Voilà. Donc, 1er octobre, la grille se fait tasser. 1er janvier, la grille se fait tasser. 1er mai, nouvelle augmentation, la grille se fait tasser. Et puis là, encore plus. C'est-à-dire qu'un AESH qui débute et un AESH qui a 6 ans de contrat, qui signe son CDI, est payé la même chose. Alors que quand elle a été faite en septembre 2021, il y avait 10 points tous les 3 ans. Là, il y a eu 20 points de grignotés en un peu plus d'une année. Je vois Laure qui hoche la tête parce que nous, dans notre secteur d'activité du maintien à domicile, c'est exactement la même chose. Mais oui, bah oui. Oui, c'est là qu'on voit que notre collectif a compris que oui, nos problématiques au final sont tellement semblables, quoi. C'est clair. Je pense qu'il y a des choses qui se rejoignent. Hein. Ah bah oui. Alors, quand on avait préparé la vidéo, Isabelle, tu nous avais parlé d'avantages. Oui, il n'y en a pas beaucoup. Apparemment, les AESH ont des avantages. Alexis ne commence pas à pigner. Du coup, quels sont-ils et comment y avoir droit? Alors, les avantages. On a les chèques vacances. Ça, les chèques vacances, tous les AESH peuvent le faire. En sachant que c'est quand même les revenus du ménage qui sont pris en compte. Parce qu'il y a des AESH qui ont des conjoints qui gagnent très bien leur vie. Hein. C'est pas non plus, tout le monde n'est pas dans une grande précarité. Hein. Faut pas non plus. Donc là, ceux-là, si les revenus dépassent, ils n'y auront pas le droit. Hein. Voilà. Mais sinon, l'AESH lambda qui a des revenus moyens peut prétendre au chèque vacances. Donc il faut aller sur le site de l'ANCV et tout est expliqué. Il faut donner les éléments et le ministère reverse. Par l'intermédiaire de l'ANCV, il reverse en fait un pourcentage. Mais alors, je ne donnerai pas le pourcentage parce que c'est vraiment en fonction des revenus de chacun. Donc, voilà. Alors, sinon, moi, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de collègues qui ne savaient pas qu'ils avaient le droit au SFT. Le SFT, c'est le supplément familial de traitement. Et en fait, on y a le droit à partir d'un enfant. Alors, un enfant, c'est très peu. C'est de l'ordre de moins de 3 €. Donc, c'est vraiment très peu. Par contre, 2 enfants, ça commence à être un peu plus conséquent.
Et là, 3 enfants, bah alors là, c'est un peu jackpot, quoi. Ça fait monter le salaire, hein, voilà. Mais ça, il ne faut pas hésiter à le demander parce qu'on ne va pas vous le faire de votre premier contrat, puis on ne va surtout pas vous le dire que vous y avez le droit, quoi. Donc, mais c'est à vous de faire la demande. Si la demande n'est pas faite, ils ne vont pas le verser. Après, il y a une autre allocation qui est pareille, alors qui est très, très peu connue, c'est l'APEH. L'APEH, c'est l'allocation, c'est aide aux parents d'enfants handicapés. Il y a des parents qui ont des enfants, des AESH qui ont des enfants porteurs de handicap. Alors, pour percevoir cette aide, il faut, alors je lis parce que je ne veux pas vous dire de bêtises, cette prestation s'adresse aux parents d'enfants de moins de 20 ans dont le taux d'incapacité est de 50% ou plus et qui perçoivent l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, l'AEEH. Donc, je crois que l'AEEH, elle doit être versée par la CAF. Et si vous percevez cette aide, vous avez le droit à l'APEH. Voilà. Mais là, par contre, elle n'est pas négligeable, cette aide supplémentaire. C'est de l'ordre, je crois, je ne sais plus, 164 ou 167 € par mois. Donc, ce n'est pas négligeable. Hein. Quand on a un petit salaire, c'est toujours intéressant à prendre. Après, pour les aides, il n'y a pas grand-chose d'autre. Hein. On a fait le tour des aides, hein, c'était vite fait. Hein. Ah oui, le pass éducation, oui, tu as raison. Le pass éducation, n'hésitez pas à le demander à votre chef d'établissement. Ça donne droit aux entrées gratuites des musées nationaux. Mais alors, ça marchait avant, ça marchait bien, mais maintenant, il y a des musées nationaux qui ne l'apprennent plus. Mais des fois, ça peut donner des réductions sur d'autres. Il y a des musées privés qui donnent des réductions avec ce pass. Mais si vous voulez aller faire un tour à Paris, ça marche. Par exemple, j'ai droit à 50% sur l'entrée à un musée à Saint-Étienne. Sur un musée à Saint-Étienne, j'ai 50% de réduction sur une entrée. D'accord. Donc, c'est pas négligeable. Il y en a qui prennent. Moi, je demande toujours quand je vais dans les musées, des choses comme ça, je me demande toujours s'ils la prennent. Et des fois, on a les tarifs réduits. Ça donne droit aux tarifs réduits. Mais avant, je sais qu'il y a pas, il y a quelques années, j'avais été au Mémorial de Caen et j'avais pas payé mon entrée avec le pass éducation. Et j'y suis retournée il y a 2 ans et là, j'ai payé mon entrée. Ils ne prenaient plus. Par exemple, au Versailles, c'est gratuit. Oui, et sur Paris, par contre, sur Paris, c'est top parce qu'ils prennent tous. Hein. On peut faire tout Paris gratos. Donc, ça, c'est pas mal. Il faut bien qu'il y ait quelques avantages. Voilà. Il n'y en a pas beaucoup, donc. Ouais, voilà. C'est le manque de l'éducation nationale. C'est vraiment… Non, mais il faut prendre tout ce qu'il y a à prendre, de toute façon. Bah oui. Christelle? Je vais faire une petite comparaison. Par exemple, dans le privé, il y a des CSE qui donnent des chèques cadeaux à Noël, fête des mères, etc. Pas chez nous. Vous n'avez pas ces choses-là On n'a rien du tout. D'accord. On a bien Préau. On a il y a un truc qu'ils ont créé. Oui, Préau. Oui, mais Préau, au départ, il fallait payer pour pouvoir y aller. Ouais. Il fallait verser une cotisation pour avoir accès à des trucs qui étaient vraiment des réducs qui étaient que dalle, quoi. Et finalement, ils ont fini par le faire gratuit parce qu'en se disant que de toute façon, ils n'avaient personne. Donc, voilà. Donc, moi, j'ai fait l'inscription à Préau. En fait, ça ne donne pas grand-chose. Honnêtement, il n'y a rien. Il y a juste un truc qui est intéressant, c'est d'avoir la presse gratuite. Non, mais c'est vrai, la presse gratuite, il y a pas mal de titres de presse qui sont gratuits par Préau. Mais en même temps, ce n'est pas hyper pratique d'utilisation. Sinon, il y a le Syria, mais c'est pareil, c'est pas… En fait, ils ont essayé de bidouiller des petits trucs qui diraient qu'on peut avoir des réductions là, mais en fait… quand ils vous proposent 2 € de réduction, c'est que dalle par rapport à un CE qui va proposer.
des choses hyper intéressantes, quoi. Alors moi, j'ai mon conjoint qui a un CE qui est pas mal, donc c'est vrai que je profite de CE de mon conjoint. Dis donc, on est quasi dans les temps. On avait une dernière question. Non, même pas. Ah si, pardon. Un salarié convoqué à un entretien disciplinaire peut-il être accompagné d'un représentant du personnel? Et l'employeur a-t-il l'obligation de fournir la liste et coordonnées des délégués du personnel? Oui. Alors, en fait, quand il y a convoqué pour un entretien disciplinaire, il faut toujours y aller avec un syndicat. Toujours. Il ne faut jamais y aller tout seul. Il faut être accompagné par un délégué syndical. Et après, les délégués syndicaux, c'est vraiment en fonction du département. Donc, il y a des départements où je ne peux pas dire. Alors, moi, je représente la FSU SNUIPP sur la Sarthe, mais nous, on fonctionne en FSU avec une collègue qui est au SNES et moi au SNUIPP. Ce qui est top, c'est qu'on a les deux, on a le premier degré et le second degré qui est représenté. Mais il y a des départements où c'est FO qui va être plus présent pour les AESH. Il y a d'autres départements, c'est la CGT. C'est vraiment, il faut vraiment se renseigner sur qui est sur son département, sur qui vraiment a pris en charge le dossier des AESH, parce que souvent c'est un syndicat sur le département qui prend le dossier des AESH. Et il faut surtout se faire accompagner par un délégué syndical. Il ne faut jamais aller à un entretien tout seul. Et quand on est convoqué, après, quand ça va plus loin et qu'on est en CCP, on peut bien sûr être accompagné par un délégué syndical aussi, mais on peut aussi être accompagné par un avocat. Ce que je disais tout à l'heure, c'était ça fait un peu tribunal en fait, mais c'est ça. On peut être accompagné par un avocat. Il y en a qui le font, être accompagné par un avocat. Ça, c'est possible. Et les coordonnées, donc l'employeur. Alors, l'employeur peut donner. L'employeur ne va pas donner les coordonnées des syndicats, mais par contre, il a l'obligation de donner les coordonnées des délégués du personnel qui sont présents au CCP. Les élus au CCP sont obligés de donner les coordonnées. D'accord, merci. Alors, il y a plein d'académies où il n'y a pas d'élus en CCP. C'est pas encore. En fait, il y a plein d'académies où il n'y a pas de CCP parce qu'il n'y a pas d'élus en CCP. Parce qu'il faut des AESH ou des AED sur les CCP. Et il y a plein de départements qui n'en ont pas. Donc, même si ça commence à se démocratiser un petit peu plus, il y a plein de départements où il n'y en a pas. Mais il y a de l'info là-dessus. Les établissements ou les… l'info comme… C'est les syndicats qui… en fait, les syndicats présentent les gens qui sont investis dans le syndicat. Donc, mais il y a… En fait, la précarité… comment je pourrais dire ça? Le fait que les AESH soient des personnels hyper précaires, ils n'ont pas en plus envie de se ficher en tant que syndicalistes. Et du coup, c'est compliqué d'avoir des gens pour aller représenter justement dans les CCP parce que les AESH n'osent pas. Les CCP, c'est les mêmes pour les AESH et les AED. Et que ce soit les AESH ou les AED, en fait, ils n'osent pas aller se présenter devant l'administration en tant que délégué du personnel. Parce que, oui, on est fiché en tant que délégué du personnel. On est délégué du personnel, on est là pour ça. Donc, je dirais que le fait de… c'est peut-être une des raisons aussi d'avoir refusé un statut de fonctionnaire aux AESH, c'est qu'en maintenant les gens dans la précarité, on les empêche, de facto aussi, de revendiquer pour leur juste droit, quoi. C'est ça. Alors, les gens ont peur quand on voit, quand on fait des mouvements, quand on essaye de faire des mouvements, on fait des fois, on fait le mercredi, on fait le samedi, on fait en semaine aussi, on fait des mouvements de grève en semaine. Mais quand on voit sur les départements, nous, on est un département qui bouge beaucoup.
On fait partie des départements qui bougent beaucoup. Il y a 1068 AESH dans la Sarthe. Quand on en a 100 sur un rassemblement, on est super content. C'est à peine 10%. Alors, tout le monde se plaint, tout le monde est dans la… Tout le monde voudrait plus, mais en fait, ils ne veulent surtout pas se faire voir. Surtout pas. Et… Ça, c'est le CDD. Hein. Non, mais en CDI, c'est Le pareil. CDD. Non, en CDI, c'est pareil. Ceux qui sont en CDI, c'est pareil. Oui, oui, mais je pense quand même qu'il y aurait plus de monde si on ne passerait pas par 2 CDD de 3 ans. Hein. Ils ont peur de perdre leur emploi. Non, ouais, non, mais je pense que c'est aussi une question de je sais, enfin, je l'explique pas vraiment, hein, mais honnêtement, moi à l'époque, j'avais des CDD d'1 an et j'ai été affronter le Dazen du Mans, hein, de la Sarthe, hein, ça ne m'a pas empêché. Hein. Et en fait, il en a pris plein la tête, le pauvre, parce que de toute façon, j'étais persuadée que je t'ai virée. Donc, comme j'étais virée, je lui ai dit tout ce que j'avais à lui dire. Bah, je suis encore là. Hein. Donc, voilà, je pense que c'est plus une question de personne. Moi, j'ai des collègues qui m'ont dit, oui, ben, je me syndiquerai quand je serai en CDI. Mais non, on a le droit de se syndiquer tout le temps. On ne donne pas la liste de nos syndiqués au DSDEN. Enfin, c'est pas… Il y a une peur, mais en fait, c'est la précarité qui amène cette peur, c'est tout. Et plus on a affaire à des gens précaires, et plus la peur, elle est présente. Puis il y en a qui ont envie de se mouiller et qui sont bien. Il y a aussi des AESH pour qui c'est un complément de salaire qui est confortable. Leurs enfants ont grandi, ils ont un conjoint qui gagne bien leur vie, les enfants ont grandi, on s'ennuie à la maison, on va faire ça. C'est aussi, ça existe. Donc, puis ceux-là, ils ne vont pas se mouiller de toute façon parce qu'ils n'ont pas besoin. Quoi. Alex? Je vais un peu compléter ce que tu disais, Isa, mais bon, tu as tout dit, quoi. Parce que moi, j'essaye de motiver des collègues. Alors, à faire grève, je peux comprendre que c'est compliqué. Quand on est tout seul, une journée de salaire, ça peut faire mal. Mais quand on fait des rassemblements un mercredi après-midi, mais qu'est-ce que tu as à perdre? Mis à part ton après-midi, tu montes. Et j'ai des collègues qui disent ah, mais non, mais j'ai peur. Mais… Et si on m'y voit, justement, c'est fait pour te voir. Un rassemblement, c'est pour t'y aller, c'est pour nous, c'est pour qu'on gagne des choses. C'est pas en restant chez toi sur ton canapé que tu gagneras rien, quoi. Et ça, je trouve que c'est compliqué à motiver. Je crois que Juliette sera d'accord avec moi, c'est valable chez nous aussi. Hein. Ah ben carrément. Moi, j'imagine bien. Carrément, parce que nous aussi, ça râle, mais bon. Oui, c'est ça râle derrière l'écran, mais au final, sur le terrain, on se retrouve, on est un peu tout seul. Quoi. Alors, moi, ma profession de départ, c'est chauffeur scolaire pour donc les enfants en handicap ou les personnes en handicap. Alors, nous, on n'est même pas payé 800 € par mois, ça tourne entre 300 et 400 €. Ouais, c'est un métier qui a été créé pour les retraités. Donc, oui, on a une grosse population de retraités. C'est encore pire à faire bouger, hein, je vous le dis. Hein. Mais alors, pire. Nous on avait 3500 salariés dans l'entreprise. Si on a eu 100 grévistes, c'était beaucoup sur 3500. Mais ils s'en foutent, hein, c'est un complément de ressources. Ils ne se disent pas qu'il y a toutes les mamans qui se sont séparées, qui élèvent leurs enfants tout seuls, que cette profession-là, justement, permet de ne pas travailler pendant les vacances, permet aussi de ne pas être payé. Hein, je vous le dis tout de suite, il n'y a pas de salaire. Hein. Et que de fait, elles ont choisi cette profession parce qu'elles peuvent aussi être en même temps à la maison pendant les vacances. Mais ils ne se disent pas ça, qu'ils ont du mal à nourrir leurs enfants, etc. Donc ça, il n'y a plus de solidarité. Et je pense que la génération, notre génération, ils ont eu tout cuit dans les mains. Ils n'ont pas connu le combat. Et tant qu'ils ne vont pas connaître réellement le combat et toucher le fond, eh bien, on n'arrivera pas à mobiliser la population. Ça, c'est aussi bien dans le privé que dans le public, que dans tout ce que vous voulez. Et celui qui gagne bien sa vie, il ne va pas se mobiliser pour celui qui ne la gagne pas. Allez, restons positifs. On va essayer. On a une toute dernière question qu'on a trouvée en fait sur une page d'AESH où la collègue demandait
quelle était la tranche horaire pour la pause du déjeuner? Alors en fait, la tranche horaire, c'est les horaires scolaires. La pause obligatoire, il y a une pause obligatoire au bout de 6 heures de travail. Donc, et c'est une pause de 20 minutes au bout de 6 heures de travail. C'est comme dans tous les… Oui, c'est le code du Ça travail. fait partie du code du travail. Et, voilà. Donc, la plupart du temps, comme on travaille dans le scolaire, il y a la pause du midi. Alors, se pose le problème justement des AESH qui travaillent au niveau du périscolaire le midi. Et là, oui, effectivement, beaucoup se plaignent qu'ils n'ont pas de pause. Mais en même temps, là, du coup, on n'a pas de pause obligatoire puisque c'est un deuxième employeur. En fait, ils ont une pause, mais ils travaillent sur leur temps de pause. C'est un choix de travailler sur le temps de pause. Donc, du coup, ils enchaînent une journée complète sans pause. Mais c'est pas… En fait, l'employeur n'est pas en faute puisque, en fait, l'employeur, lui, il donne la pause méridienne. Après, c'est l'AESH qui travaille durant sa pause méridienne. Et c'est pour ça que je mettais tout à l'heure sur le chat que les AESH ne voulaient pas faire du périscolaire. Déjà parce que ce n'est pas le même emploi. Et ce n'est pas du tout la même chose de faire de l'animation que de faire de l'accompagnement scolaire. Enfin, voilà, ce n'est pas du tout la même chose. On n'est pas sur le même boulot. Et quelle cohérence on a quelle cohérence on peut avoir par rapport aux élèves, parce qu'on a besoin d'avoir une certaine stature par rapport aux élèves, on doit se positionner, on est là pour les aider, on n'est pas là pour être leurs potes, quoi. Et dans l'animation, je suis désolée, mais les animateurs, c'est les potes, quoi. Donc, nous, on n'a pas ce statut-là. Donc, comment on peut expliquer à un gamin que le matin et l'après-midi, j'ai une stature, voilà, je dois te faire travailler et tu dois travailler. Et le midi, oui, le midi, c'est bon, on est potes, quoi. Non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Alors, c'est ce qu'ils veulent nous faire faire, mais non, ça ne fonctionne pas. Ce n'est pas possible. Et il y a suffisamment de travail pour qu'ils puissent augmenter les heures. Je suis désolée, mais là, le travail, ce n'est pas ce qui manque. Il y a plein de choses à faire. Il y a plein de choses qui ne sont pas comptées dans les heures de travail des AESH. Il y a plein de choses qui ne sont pas comptabilisées. Donc, il y a moyen d'augmenter les heures de tout le monde. Après, ils ne veulent pas. Et en même temps, il y a des collègues, j'ai envie de dire, qui se tirent une balle dans le pied tout seuls. C'est-à-dire qu'il y en a qui font le travail. En fait, il y a qui ne font pas partie de leur contrat, c'est-à-dire un AESH qui a 24 heures de travail, qui travaille je vais prendre les horaires de primaire parce qu'au collège, ça peut être un peu différent avec les trous, mais en primaire, les élèves, ils ont 6 heures par jour. On doit travailler les 6 heures par jour. Et ce n'est pas 6h20 par jour, c'est 6 heures. Les 10 minutes d'accueil du matin et les 10 minutes d'accueil du midi, les AESH n'ont pas à le faire. Ça ne fait pas partie des 24 heures. On va faire la bagarre, là. Pardon ? Ah, là, on va faire la bagarre. Eh bien oui, mais… En tant que chauffeur scolaire… Ah non, attends. Je vais expliquer, c'est très intéressant. En tant que chauffeur scolaire, nous sommes… La responsabilité des enfants qu'on transporte, c'est jusqu'à la porte du véhicule. L'accueil, il est fait par une AESH, normalement. Donc, ça veut dire que l'AESH doit venir au véhicule chercher les élèves en situation de handicap. On parle de fauteuils roulants, d'enfants aveugles, d'enfants sourds. Je sais, j'ai transporté tout ce genre d'enfants. D'enfants aussi avec des problèmes de comportement, gros problèmes de comportement quelquefois. On est censé, nous, les avoir jusqu'à la porte du véhicule en responsabilité. Comme j'ai dit pendant la visio de travail, des fois 8 dans le véhicule, très turbulent. On fait comment quand on n'arrive pas à se garer près des écoles, déjà, et qu'on n'a pas d'AESH pour accueillir ces élèves? Vous me dites, on fait comment? Parce que ça, l'État, il ne s'en soucie pas du tout. Moi, j'ai eu une mise à pied parce que je me suis attiré les foudres des AESH dans le collège que je desservais. Parce qu'il fallait que je sois à l'heure pour un autre établissement, donc pour d'autres élèves, et que quand j'arrivais sur le parking des professeurs pour descendre les élèves en situation de handicap, j'avais personne pour les accueillir. Du fait, on restait dans le hall, à tour de rôle, avec eux pour les surveiller. Ce n'est pas notre job. Oui, mais je suis d'accord avec ça, il n'y a pas de problème. Mais pourquoi
Oui, mais pourquoi l'AESH devrait travailler gratuitement pour faire l'accueil des élèves? Alors, je n'ai pas dit gratuitement. Ah, mais oui, non, mais si, parce que c'est ça le truc en fait qu'ils attendent. C'est que justement, les AESH travaillent gratuitement pour le faire. Et il y a plein de collègues qui le font. Mais c'est gratuit. Dans ce C'est gratuit. collège-là, Et là, c'est pas attends, normal. dans ce collège-là, il y avait aussi, il y a des surveillants. On est d'accord, les Oui, surveillants. dans le collège, il y a des surveillants, oui, dans les C'est collèges. ça. Et alors, j'ai cru comprendre, hein, dû que j'ai mis la poudre, hein, j'ai mis l'étincelle, que les surveillants, en réalité, ils ne sont pas là non plus pour surveiller les enfants, en situation de handicap. si. Ils sont là pour surveiller, enfin, pour faire l'accueil. Oui, mais là, il y avait 2 entrées. Donc, il y avait une entrée pour les élèves et une entrée par l'entrée des professeurs pour les situations de handicap. Et alors, c'était un truc de fou parce que tout compte fait, c'était nous qu'on était en train de faire la surveillance, or qu'on n'a même pas le droit de rentrer dans les établissements. Moi, j'étais mise à pied 3 jours parce que j'étais rentrée dans l'établissement. Mais je faisais quoi avec mes élèves? J'ai une petite aveugle. Oui, non, mais je suis d'accord. Après, on va se retrouver comme en maternelle, ça va être la même chose. C'est-à-dire que là, en collège, les surveillants disent, bah non, c'est aux AESH parce que c'est des élèves porteurs de handicap, donc c'est aux AESH de s'en occuper. Mais non, les AED, ils sont là pour tous les élèves. Et les élèves porteurs de handicap, ils font partie des effectifs du collège. Donc les AED sont là pour tous les élèves. En maternelle, on a exactement le même problème. En maternelle, avec les ATSEM, elles disent aux AESH, ah ben non, mais là, c'est ton élève, c'est à toi de gérer. Donc, en fait, ils sont bien contents de trouver les AESH pour gérer les élèves, effectivement, qui font du bruit, ou gérer des ateliers, des machins. Et puis, quand il faut changer l'élève, parce qu'il s'est fait dessus ou n'importe, voilà, on dit, ah mais non, mais c'est ton élève. Ben non, c'est l'élève aussi de l'ATSEM. Enfin, je veux dire, l'ATSEM, elle est là pour tous les élèves. Et les élèves porteurs de handicap doivent être accompagnés dans les établissements, même si l'AESH n'est pas là. Voilà. C'est une vidéo, ça. Tout à l'heure, Isa, sur les contrats de 24 heures. Maintenant, ce n'est plus des contrats de 24 heures, c'est des contrats de 26 heures qu'on a. En collège? Du coup, les temps. Non, moi je suis en élémentaire et maternelle, j'ai un contrat de 26 heures. Ah ben ça, c'est bien, parce que du coup, ça prend les temps d'accueil. Les temps d'accueil sont comptés. Voilà. Eh ben, pas chez nous. Hein. Chez nous, on est toujours sur du 24. D'accord. Nous, on est toujours sur du 24. Et sur du 24, les temps d'accueil n'en font pas partie. Ah bah non. Et il y a plein d'AESH qui sont là et qui accueillent les élèves et qui disent si, ça fait partie. Donc, mais non, ça ne fait pas partie, tu n'es pas payé pour le faire. Donc, du coup, effectivement, les chauffeurs se retrouvent, mais les enseignants sont là. Les enseignants doivent être présents à la première sonnerie, c'est-à-dire que quand ça sonne, les enseignants doivent être là. Et les élèves sont les élèves des enseignants, ils ne sont pas les élèves des AESH. Les AESH sont là en soutien, en aide, mais les élèves, en fait, dépendent de l'enseignant et pas des AESH. Alors, du coup, cette vidéo sera mise sur notre chaîne YouTube qui s'appelle Collectif essentiel du lien et du soin. Elle sera mise en ligne après montage. Et la prochaine visio aura lieu fin février ou début mars et concernera les soignants à domicile. Merci beaucoup. Merci à toi Isabelle, merci à tous. Bonne soirée. Merci à ceux qui nous ont écoutés gentiment.